Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir François Clerc de la chaîne YouTube Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. À travers cet épisode, François nous raconte son enfance non pas de passionné d'automobile, mais plutôt d'un enfant qui a toujours regardé cet objet comme synonyme de dépendance, tant il est vital, surtout lorsque l'on habite à la campagne. Et François est le genre de personne qui a besoin de comprendre, décortiquer les objets technologiques pour ne pas avoir l'impression d'en subir les aléas. Vous l'avez sûrement déjà compris, c'est un peu de ce constat d'enfant qu'est né le concept de sa chaîne YouTube des années plus tard. Je ne vais pas vous spoiler la genèse ni même la manière dont il a fait de cette aventure YouTube un franc succès, mais forcément on a parlé de sa rencontre avec Sylvain et Pierre de Villebrequin, ou encore David et Anthony de Benzine, que je salue au passage et que je remercie pour la mise en contact avec François. Et dire que cela est parti du projet un peu fou de rétrofiter une vieille Ford Mustang, où là je crois que j'en ai déjà un peu trop dit. Soyez sans crainte, les amoureux de Tesla, on a aussi parlé de sa Tesla Model 3 et on en a profité pour avoir un petit débat sur l'avenir de l'automobile. Spoiler, on n'est pas forcément d'accord. Bref, c'est un épisode plein de vie qui vous donnera envie de mettre les mains dans le cambouis pour comprendre comment l'objet que l'on adore tous fonctionne vraiment. Je n'ai malheureusement pas pu l'appliquer moi-même car je suis toujours à la recherche de la Xara VTS de mes rêves. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast, et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube dans La Boîte à Gants. En effet, allant à la rencontre de mes différents invités à l'occasion des enregistrements, je vis des expériences uniques que j'ai décidé de vous partager à travers les vlogs. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube dans La Boîte à Gants, et sur votre plateforme de podcast préférée, pensez aussi à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez d'ailleurs découvrir les épisodes qui sont déjà sortis et que vous n'avez pas encore eu la chance d'écouter. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rien de plus simple, cela prend 2 secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis mais à l'ensemble du podcast. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans La Boîte à Gants. Je vous souhaite un bon épisode. Salut François. Salut Yann. C'est un plaisir de te recevoir dans La Boîte à Gants. Bah ouais, elle est très grande ta boîte à gants. Elle est très grande, ma boîte à gants. Beaucoup de monde et je suis très content d'y être. Et surtout que là, on est dans ton garage aujourd'hui, donc c'est toi qui m'accueilles, c'est moi qui dois te remercier. Bah écoute, voilà, bienvenue dans ce fameux garage où il s'est passé pas mal de choses, pas mal de galères, mais souvent finalement ça se termine plutôt bien. Donc ça. Il y a toujours l'happy ending. En général, j'essaye de. Mais voilà, oui, c'est là où je souffre. Mais je pense que les gens ont déjà des petits indices sur qui tu es, mais est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour que ça soit vraiment clair? Alors voilà, je m'appelle François Clerc, j'ai 45 ans, bientôt 47, et depuis quelques années déjà, je partage un petit peu mon expérience de mécano-amateur sur YouTube. J'ai plusieurs voitures, elles ont toutes des soucis régulièrement, et puis chaque fois que je fais une réparation, je me filme, et puis voilà, je compile ça dans une vidéo, et puis je partage sur YouTube mes aventures et mes mésaventures. Ça plaît aux gens, a priori. Ah oui, je te confirme. On en parlait un peu en off. On peut pas dire que t'es, à proprement parler, un passionné d'automobile. Pour autant, tu m'as raconté, je t'en souviens plus parce que ça fait longtemps qu'on a préparé cet épisode, tu m'as raconté tes premiers souvenirs, notamment avec une 305 break. Oui, alors voilà, donc les voitures ont toujours eu de tout temps des problèmes. C'est vraiment handicapant de dépendre de sa voiture et puis de ne pas pouvoir s'en servir, de ne pas pouvoir se déplacer pour aller au travail, vivre sa vie, quoi. Et dans ma jeunesse, effectivement, mes parents qui étaient très Peugeot, ils avaient une 305 et puis à un moment donné, il y avait des soucis, des problèmes de frein. Et c'était assez galère, ils l'avaient ramené plusieurs fois au garage, etc. Donc les mécanos n'arrivaient pas vraiment à trouver c'était quoi le problème. Ils ont changé plusieurs pièces, mais au final, ça n'améliorait pas la situation. Et puis, ça a été long, coûteux, et puis une expérience difficile parce que ça bloquait un petit peu tout le monde, quoi. T'avais quel âge à ce moment-là? J'étais petit, je sais pas, j'avais peut-être une dizaine d'années. Et je me souviens, je m'étais dit, c'est quand même dommage de pas pouvoir réparer sa voiture comme ça tout seul et puis être dépendant d'un garage qui pour le coup pas forcément très compétent pour résoudre. Alors,
Attention, hein, je n'ai rien contre les garages, les garagistes, les professionnels sont des gens formidables. Les garagistes pros, tous les jours, résolvent des milliers de problèmes et aident les gens à s'en sortir avec leur voiture, et c'est très bien. Mais voilà, je trouvais que c'était une situation difficile, et puis je m'étais toujours dit, ce serait quand même pas mal d'outrepasser ça et puis de pouvoir intervenir soi-même sur sa voiture. Donc ça te fait une sorte de déclic de te dire je ne peux pas être dépendant d'un savoir que je n'ai pas? Ouais, clairement, et surtout ne pas être dépendant d'un objet technologique qu'on ne maîtrise pas, quoi. Ça c'est important pour moi, ça m'a toujours un peu guidé dans tout ce que je faisais. Et je veux pas que ma vie soit dominée par des objets technologiques, quels qu'ils soient. Hein. Ça va donc de la bagnole jusqu'au téléphone, l'ordinateur, etc. Hein. Donc moi j'aime bien maîtriser les choses et j'aime bien comprendre comment fonctionnent les choses qui nous entourent et faire en sorte qu'elles nous aident plutôt qu'elles nous mettent des bâtons dans les roues, quoi. Et justement, la technologie, en fait, c'est quelque chose qui t'a intéressé très jeune. Tu as fait des études d'informatique. Oui. Donc tu as été là-dedans, tu as vécu même la naissance de l'informatique, d'Internet. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai vu les premiers ordinateurs arriver dans les maisons. J'ai vu mes premiers potes avoir les premiers des Amstrad à l'époque, des Amiga. Moi, j'ai eu un PC un peu sur le tard, mais enfin, c'était quand même assez rare à l'époque d'avoir un ordi dans sa maison. Hein. Et les premiers jeux, les premières consoles, etc. Donc ouais, j'ai vu tout ça arriver dans fin des années 80, années 90, quoi. Bah, j'ai toujours trouvé ça formidable, c'était magique, ça, c'est toujours, il y a toujours un côté magique, mais j'aime encore plus comprendre comment ça marche et pouvoir en faire ce que je veux, quoi. Et tu vois, c'est marrant parce que ça me fait... Tu m'as raconté une anecdote sur cette fameuse 305 dont on parlait tout à l'heure. Tu m'avais dit que par rapport à ce problème de frein, tu avais dû verser de l'eau pour les refroidir. Et du coup, moi, j'étais cette espèce de contraste dans la tête depuis tout à l'heure où j'imagine le François, tu sais, féru de technologie qui a envie de tout comprendre et qui se retrouve à mettre de l'eau sur des freins en se disant mais c'est complètement débile, tu vois. Parce qu'il faut expérimenter, d'accord. Il faut pas avoir peur d'y aller, et puis s'il faut casser la technologie pour la comprendre, il faut la casser. Hein. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais aussi récupéré une montre de mon grand-père et il y avait un truc qui déconnait, le bouton qui allumait la lumière restait toujours enfoncé, la lumière restait toujours allumée, du coup ça vidait la batterie, etc. Puis j'en avais marre de ce problème, on avait changé la batterie une paire de fois, et j'ai décidé moi-même, allez, je vais réparer ça et je vais débrancher la lumière, quoi. Donc j'ai ouvert la montre et je commençais à tripoter là-dedans et j'ai trouvé l'ampoule, je l'ai débranchée, mais j'ai dû péter autre chose aussi en même temps parce qu'après quand je l'ai remonté, ça ne marchait plus, quoi. Et c'était une montre qui valait cher à l'époque et tout, donc c'était un peu voilà, c'était problématique au sein de ma famille mais voilà, j'ai appris des choses, quoi. Enfin, il faut pas avoir peur de mettre les mains dedans et puis d'y aller. Et si on se rate, on apprend toujours en chemin. Et c'est ça qui est important, quoi. Et c'est quoi un peu la première fois où tu as mis les mains dans le cambouis? C'est première vidange justement sur cette fameuse 305 avec ton père, ou c'est... Eh ben ouais, alors mon père il bricolait un petit peu effectivement sur cette voiture. Il avait, je me souviens, changé la ligne d'échappement à un moment donné qui était rouillée. On avait fait ensemble une vidange, mais c'était pas sur la voiture là, c'était sur la 405 qui est venue après. Mes parents étaient très Peugeot, même encore aujourd'hui, ils ont que des Peugeot. Et ça s'était assez mal passé. Je me souviens, le filtre à huile, alors c'est un coup classique, hein, le filtre à huile était serré beaucoup trop fort, puis avec les écarts de température, le joint qui sèche, etc., il était complètement collé, et on n'arrivait pas à le dévisser et à le sortir. Donc à un moment donné, il a fallu qu'on plante un tournevis dedans pour pouvoir le tourner et sortir un peu de cette situation-là. Mais ça fait bizarre, hein. À un moment donné, tu perces le moteur. De péter, quoi. Ah ouais, tu pètes tout. T'as l'huile qui est par terre et tu te dis, bah ouais, voilà, si j'arrive pas à remettre un filtre à huile, c'est fini. Le moteur, je peux pas le faire tourner sans huile, ou alors il va assez vite crever. Bon, Villebrequin nous a montré que c'était pas forcément le cas. On peut faire quand même quelques bornes. Ouais, mais c'est pas suffisant pour une utilisation normale. Ouais. Mais voilà, donc il faut pas hésiter. Alors ça a été un bon moment. Finalement, ça s'est bien terminé. On a réussi à le dévisser, à le remplacer, ce fameux filtre, et puis à remettre de l'huile dans le moteur, et puis on a redémarré. Mais
Mais voilà, quoi, c'était un bon moment, un bon souvenir que j'ai avec mon père d'avoir fait ça. Après, il a arrêté de bricoler dans ses voitures, il l'amenait toujours au garage pour les faire suivre. Mais voilà, alors après tout ça, il y a une grande période. Mais il faisait plus ça par nécessité que par plaisir, finalement. Non, oui, voilà, c'était vraiment par pure nécessité. Pour faire des économies, tout simplement. Hein. Et après, moi, il m'a fallu longtemps pour après m'y remettre finalement. Tu vois, là, on est en 2001, on est en 2021, excuse-moi. Et en gros, ça fait 10 ans que je fais de la mécanique. Donc concrètement, en fait... J'ai commencé à 35 ans. Ouais, c'est ça. Donc jusqu'à 35 ans, il s'est rien passé au niveau de l'automobile pour toi, presque? Un petit peu. Je faisais de temps en temps une petite vidange, vite fait. J'avais une voiture, une Daewoo. Je faisais des vidanges intermédiaires, tu vois, au lieu de la vidanger tous les 20 000 au garage, je faisais une fois au garage, après à 10 000 km après, je faisais moi-même, juste en changeant l'huile, sans aller même essayer de changer le filtre à huile. On remettait simplement de vider la vieille huile, remettre de l'huile, on referme le bouchon et c'est reparti. Et puis 10 000 km après, je la ramenais encore au garage et là, échanger le filtre, tu vois, je faisais le filtre une fois sur deux. Et mais voilà, ça restait des petites opérations comme ça. Niveau de l'alpe-gaz, changement du filtre à air cabine, et puis voilà, c'était tout, quoi. Hein. Et ça m'attirait pas plus que ça de faire de la mécanique. Par contre, en tant qu'ingénieur, ça m'a toujours... j'étais toujours frustré, si tu veux, de savoir exactement comment fonctionne un microprocesseur dans un ordinateur et de même pas savoir comment fonctionnait le moteur qui était sous mon capot, quoi. Et donc te dire que quelque chose de beaucoup plus technologique, beaucoup plus complexe à la base, tu le comprends, je comprenais, je maîtrisais pas, le truc, et puis un truc finalement, une ancienne technologie plus simple, je comprenais pas, je maîtrisais pas, je savais pas exactement comment c'était fait, comment ça marchait en dessous dans mon moteur. Et j'avais toujours cette envie un jour d'aller explorer un peu ce domaine-là et puis de vraiment maîtriser le truc, quoi. Donc en 2011, j'ai acheté une vieille Ford Mustang que tu as vue qui est en train de moisir le long de la J'ai maison. récupéré un petit bout de peinture sans souvenir. je donne les bouts de peinture gratos aux gens qui veulent. À la dernière rencontre abonnée que j'avais fait, c'était en 2019, avant la période Covid. Il y avait des gens qui étaient venus me voir et tout, et en cadeau, je leur avais dit, vous pouvez repartir avec un bout de peinture. Donc il y en avait qui pelaient la peinture de la bagnole. On peut l'enlever comme ça à la main. Et elle n'est pas en forme, elle est un peu vidée d'ailleurs. Hein. Voilà. Elle a été repeinte au pinceau, un rouleau, peintre en bâtiment qui a dû refaire ça. Et donc, cette fameuse vieille Ford Mustang, je l'avais achetée en 2011. Elle est de quelle année, celle-là, d'ailleurs ? Elle est de 1988. Ouais, c'est ça. Donc, elle a plus de 30 ans. Je l'ai achetée en 2011. Elle était dans un sale état. Je l'ai eu pour pas cher. Je l'ai achetée au Luxembourg. Et l'idée de départ, c'était de la transformer en une voiture électrique. Donc, faire un rétrofit, ce qu'on appelle. Ouais. Et à l'époque, c'était pas envisagé, en France en tout cas. Ça se faisait un petit peu aux États-Unis. Il y avait déjà sur YouTube des vidéos qui montraient un peu comment faire. Et puis moi, je m'étais mis dans la tête que, oui, j'y arriverai. Grave erreur. Alors déjà, au niveau technique, j'étais complètement, mais à des années-lumière de m'imaginer du travail que ça représentait et de l'outillage qu'il fallait et du temps que ça aurait pris. Parce que concrètement, t'es passé du mec qui fait ses vidanges à je vais faire un rétrofit. Voilà. Il n'y a pas du tout de transition, en fait. Non. Et tu vois, voilà, j'ai toujours un peu ce côté-là de me lancer des défis, de me lancer dans des projets pas forcément réalisables, mais ça m'a toujours réussi pour l'instant, donc je continue. Bah, t'as raison. Et donc voilà, j'achète cette voiture pour une bouchée de pain parce que le moteur était sur le point de crever, donc je me dis allez, c'est bon, de toute manière ce moteur-là, c'est pas grave, on va le jeter, je vais remettre un moteur électrique à la place des batteries et puis go. Et ce n'est qu'après que j'ai eu la voiture que je me suis un peu intéressé à la question, en particulier du côté légal de la chose. Et il se trouve qu'en France, c'est juste pas possible, quoi, de changer l'énergie d'une voiture, de passer d'une voiture à moteur thermique, essence, à un autre type d'énergie, que ce soit diesel ou électrique. Ou, Si je dis pas de conneries, je crois que maintenant c'est possible si tu gardes la même puissance. Voilà, c'est ça. Et, ils ont passé une loi, effectivement, on peut le faire. Et après, il faut quand même que ce soit
plus ou moins validé, je crois. Il y a quand même un doit être chiant comme procédure, d'homologation à faire quand même. Hein. Ouais. Et donc, tu te rends compte que ton projet tient pas debout. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, qu'est-ce que je fais? Eh ben déjà, rien. Et puis la voiture, elle est là, elle est dehors, elle commence déjà à moisir. Et je me dis, bah merde alors. Et quand vraiment je suis convaincu qu'effectivement ce sera pas possible de la transformer en électrique, enfin à l'époque là, hein, je commence à chercher autour de moi ce que je pourrais faire avec cette voiture, éventuellement réparer son moteur, pourquoi pas, puis la faire rouler. Parce que ça reste quand même une voiture sympa, elle est chouette et tout. Enfin, moi, j'aime vraiment bien ce design carré des années 80. Il y en a qui trouvent que c'est la Ford Mustang la plus horrible. Mais moi, je sais pas, je l'aime bien. Quoi. C'est vraiment l'enfant de l'époque des années 80. Quoi. Je vous mettrai des photos, mais c'est pas du tout l'image de la Mustang l'image que la Mustang peut donner en fait dans l'esprit grand public. Voilà, pas du tout. C'est pas du tout. Voilà. S'il n'y avait pas le badge, personne dirait que c'est une Mustang. Et encore, le badge est faux. Hein. Il a été rajouté. Le cheval qui est devant, à l'origine, c'était juste le logo Ford. Le mec qui l'avait avant, il a enlevé le logo Ford, il a mis le cheval devant pour dire c'est une vraie Mustang. Un peu dignité, s'il vous plaît. Parce que ces Mustangs de l'époque-là n'avaient pas le petit cheval devant. Elle attend, et puis en discutant comme ça à une soirée avec des amis, ils me disent « Ah, mais je connais un gars, il est mécano itinérant. Si tu veux, je peux lui parler de ta bagnole, il peut venir voir et éventuellement il peut t'aider. » Parce que le problème, c'est qu'elle n'était pas du tout immatriculée en France. Elle n'avait pas du tout de plaque d'immatriculation, elle venait du Luxembourg, et je ne pouvais pas rouler avec, je ne pouvais pas l'amener à un garage, et puis les garages du coin, ils savent pas faire, enfin ils vont pas faire une voiture américaine qui était en plus non homologuée en France. À l'époque, les Ford Mustang de cette génération-là n'étaient pas vendus sur le sol européen, enfin en tout cas pas en France. Et c'était difficile de trouver un professionnel qui serait OK. Donc là, un mécano itinérant, OK, ouais, pourquoi Tu sais que ça fait penser aux Tesla Rangers maintenant. Ouais, ça c'est... Tu peux expliquer un peu ce que c'est, parce que pour nos auditeurs? Alors, un Tesla Ranger, c'est un mécano de chez Tesla qui vient chez vous pour réparer votre voiture. Parce que Tesla, en fait, a très peu de concessions. Je crois qu'en France, il doit être une poignée. Il y en a peut-être un à Paris, un à Lyon. T'en as moins de 10, c'est sûr. Ouais. En tout cas, moi, à l'époque, quand j'ai acheté la mienne, en 2019, le plus proche, c'était Paris. T'as spoilé pour ceux qui ne savaient pas que t'avais une Tesla. Dommage. Bref, donc, le Ranger Tesla, il vient chez vous réparer votre voiture parce que, bien souvent, le centre Tesla le plus proche, il est à 500 bornes, quoi. Et apparemment, les gars, ils assurent bien. J'en connais un, j'en ai déjà rencontré un. Et, il a un habit spécifique aussi ou quoi? Il a son petit chapeau? Il se transforme comme ça, tu sais, comme dans les Power Rangers. Power Rangers, voilà. Ouais. Non, mais ils ont tous leurs outils, tout dans la camionnette, et puis go, ils te réparent la voiture comme ça devant chez toi. Donc je trouvais le concept super, un mécano itinérant. Je dis, tiens, c'est cool. Le gars est venu, il a commencé à travailler sur la voiture, et il a fait d'abord le changement de courroie de distribution, parce que c'était ça qui menaçait de lâcher le plus. Et puis le gars qui m'avait vendu la voiture, il m'avait filé toutes les pièces. C'est aussi pour ça que je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal quand même de sauver le moteur. C'est qu'en plus, j'avais des pièces neuves pour réparer ce que lui pensait qu'il y avait comme problème. Effectivement, la courroie de distribution était sur le point de lâcher, etc. Elle devait craqueler, etc. Ouais. Donc, il fallait absolument la faire. Donc, j'ai trouvé ce mécano-là Fabrice, qui s'appelait, qui est venu, qui l'a changé. Puis après, la voiture tournait toujours pas bien. Il y avait des soucis, il y avait plein de fumée qui sortait derrière. Il me dit, bon, il y a de fortes chances que le joint de culasse, il faut le changer. La voiture est vieille, machin et tout. Je dis, bon, ok, allez, on change le joint de culasse. Donc là, il a fallu commander les pièces aux États-Unis, les faire venir. Heureusement, c'est ça qui est bien avec les voitures américaines, c'est même si elles sont vieilles, on trouve toujours des pièces, et pour pas cher là-bas. Hein. Donc, j'ai fait importer les pièces qu'il me fallait, et puis le gars, il s'y met, il ouvre le moteur, et puis... Donc, tout ce qu'il faisait, j'assistais, je regardais avec lui, et Fabrice, c'était un mec qui parlait énormément, ultra passionné sur la mécanique et tout, mais vraiment, il était tombé dedans, quoi. Il adorait ça, il faisait que ça, il en parlait. Il te saoulait avec la mécanique tellement il en parlait, tu sais. Mais il a réussi à te piquer, quoi, en tout cas. Ouais, quelque part, oui, je lui dois beaucoup parce que il m'a transmis un peu de sa passion, quoi. Ouais, ça c'est clair. Et
On a fait le changement de joint de culasse un peu tous les deux. Je l'aidais, il me filait des trucs à faire à côté et tout. C'est lui qui faisait les tâches principales, etc. Il a pris la culasse chez lui, il a fait le rodage des soupapes lui-même, il m'a expliqué comment il faisait, mais j'ai pas vu faire. Et après, il revient avec la culasse, on a tout remonté. Et puis là, le moteur tournait. Il y avait encore des petits soucis, mais ça tournait quand même vachement mieux et tout. J'étais vraiment content. Et donc ça, c'était quelque part en 2012, printemps 2012. Il s'était passé quoi, 6 mois, 8 mois depuis l'achat de la voiture? Ouais, voilà. Je l'avais acheté en septembre 2011, la voiture. Hein. Et puis, il a commencé à travailler dessus, fin novembre, décembre 2011. Et puis, le temps qu'on fasse tout ça, on arrive au printemps 2012. Et puis là, malheur, j'apprends que le gars a eu un accident de moto. Il avait une Aprilia 1000 qu'il entretenait lui-même, on va dire. Et malheureusement, il a été impliqué dans un accident et il est décédé, quoi. Il est rentré dans une voiture qui lui a coupé la priorité. Et il s'est encastré dedans et il est mort sur le coup, quoi. Et ça a été assez terrible, hein, le gars, 3 enfants, etc. Donc, ça a été un moment très dur. Et puis voilà, il y a du coup, le temps est passé. Moi, je me suis retrouvé donc avec la voiture dont le moteur tournait à peu près, mais il y avait encore des problèmes. Et puis là, au niveau mécanique, après, là, pendant 1 an, il s'est rien passé, quoi. Et je me suis retrouvé... il s'est rien passé au niveau de la Ford Mustang. Ce qui se passe après, c'est que j'ai eu des problèmes avec ma Daewoo Espero. Et elle commençait aussi à faire un joint de culasse. Tu peux expliquer un peu ce que c'est, parce que c'est un modèle, je suis pas sûr que tout le monde connaisse. La Daewoo Espero, alors là, c'était c'est une voiture qui aurait dû être la Citroën Xantia, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Je vérifierai, mais je crois que c'est ça. Ouais. Elle ressemble beaucoup à la Citroën Xantia. C'était un design qui avait été fait par Berton, je crois. Je sais plus. Je te crois. Et ce design-là n'a pas été accepté par Citroën. Il a été repris par Daewoo, qui était racheté déjà à l'époque par General Motors. Et ils ont produit la voiture-là. C'était assez confidentiel en Europe, hein, ce modèle-là. Ça peut en avoir beaucoup, ouais, c'est clair. Ouais. Et il y avait un moteur de 2 litres dedans, 4 cylindres, qui consommait à mort, avec une boîte automatique derrière qui... faisait que la bagnole consommait encore plus à mort. Tu sais à combien j'étais de consommation sur cette voiture-là ? Non. J'étais à 11 litres au 100 en essence, hein, sans plomb 80. C'est un sketch. Je te jure. Sachant que c'est pas un gros moteur non plus. Hein. Non, mais il y avait quoi ? Il y avait 100 chevaux. Mais c'était une bonne berline. Hein. C'était une bonne berline, et surtout, comme c'était une voiture asiatique, il y avait toutes les options dedans. Hein. Je l'avais achetée en 2005 pour 2000 €. Elle avait que 70 000 km. Et je l'ai gardée pendant 10 ans. Je l'ai revendue en 2015 pour 1000 €. Donc ouais, c'est pas mal. T'as fait une bonne opération. Donc voilà. Et mais c'est la voiture sur laquelle j'ai appris le plus, parce que en 2012, elle fait un problème joint de culasse. Elle fait de la vapeur derrière. Et comme j'avais fait le joint de culasse avec Fabrice sur la Mustang, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais me lancer. De toute manière, la voiture-là, c'est soit je la répare, soit je la fous à la casse, parce qu'il était hors de question que j'aligne 2-3 000 € pour réparer un joint de culasse sur cette voiture-là. Ça faisait plus aucun sens. Là, en 2012, elle avait déjà bien vécu, quoi. Et donc, je me dis, ok, je me lance et puis on verra bien, quoi. Et j'ouvre le moteur, je sors la culasse, et tout ça, ça prend 3 mois, mais j'arrive à finalement changer le joint de culasse. Et elle redémarre, quoi. C'était incroyable comme sensation de redonner vie comme ça carrément à une voiture qui était sur le point d'être jetée. Hein. Ça m'a vraiment... je me suis étonné moi-même, en fait, d'y être fier, quoi. Ouais, t'es fier, mais en même temps, tu te dis, putain, mais je l'ai fait, quoi, tu vois. J'étais sur le cul de finalement y être réussi. Et ça a été chaud quand même, parce qu'il y avait il y avait quand même des moments où j'avais pas du tout l'outillage qu'il fallait, etc. Et je me suis équipé au fur et à mesure. Hein. Donc ce compresseur-là, je l'ai acheté pour l'occasion. El compressor.
Et je me suis acheté ma clé à choc aussi parce que j'avais la vis qui tient la poulie de Villebrequin, qui est ce truc qui est serré super fort là. Il te faut vraiment un outil impact là qui te fait les chocs pour la dévisser celle-là. Donc je m'étais acheté la clé là à l'époque là. Donc j'avais investi dans des outils, je m'étais acheté la servante qui est là, qui est toujours là. Et à force, voilà, puis en y allant tranquillement, j'ai réussi à faire comme ça mon changement de joint de culasse. C'était le premier que j'ai fait. Et voilà, je me suis étonné moi-même. Je me suis dit, putain, ouais, j'arrive à faire un truc bien, quoi. Et puis ça marche. Et puis je roule avec derrière, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois passe, et puis il n'y a aucun souci. Et elle répond bien. Et puis du coup, ça me redonne envie et courage vis-à-vis de ma Ford Mustang. Je me dis, tiens, je vais peut-être la reprendre un petit peu, voir ce qu'elle avait, essayer de trouver moi-même quel était le problème, etc. Et puis d'une certaine manière, est-ce que tu n'as pas aussi, peut-être inconsciemment, mais envie de rendre hommage à Fabrice qui t'a un peu mis le pied à l'étrier, tu vois? Ouais. À un moment donné, je me suis dit, putain, pour lui, ce serait bien au moins que je la termine à 100%, et puis qu'elle reprenne la route, cette caisse, quoi, tu vois. Et du coup, je me dis, allez, je vais essayer de comprendre ce qui se passe un peu dans ce moteur, pourquoi il merdouille un peu comme ça. Et puis, je cherche. À un moment donné, je sors les bougies, et j'avais commandé des bougies dans le pack de pièces que j'avais fait venir des États-Unis, parce que pour économiser les frais de port et les frais de douane, parce que c'est tout un merdier, hein. Tu repayes la TVA sur les pièces, tu payes la TVA française, donc sur les pièces, plus sur les frais de port. Donc tu payes déjà les taxes là-bas, après tu payes les taxes quand tu arrives ici. Bref, mais ça reste pas trop cher, hein, ça va. Et du coup, dans la foulée, j'avais pris des bougies aussi. Et puis je regarde les bougies que j'ai achetées, et puis je me dis, merde, les bougies que j'ai achetées, c'est pas les bonnes, c'est celles qui sont dans le moteur, elles sont plus courtes un petit peu. Puis après, je me dis, mais non, c'est pas celles que j'ai achetées qui sont pas bonnes. Ça se trouve, c'est celles qui sont dans le moteur qui sont pas bonnes. Et là, je mets en place les bougies que j'avais fait venir des États-Unis. Et donc là, si tu veux, l'électrode, elle était 5 mm un petit peu plus enfoncée dans la culasse. Je démarre le moteur. Et là, le moteur tourne nickel, quoi. Il démarre au quart de tour, et bruit régulier, ralenti régulier, pas de fumée au niveau de l'échappement et tout. Et là, je me dis, mais yes, quoi, j'ai trouvé. Et du coup, je me dis, c'est super. Maintenant, j'ai une Ford Mustang là, qui tourne, qui a le moteur qui tourne. Elle est toujours pas immatriculée. Donc elle n'avait pas de carte grise, elle pouvait rouler, mais elle n'avait pas de carte grise. Voilà. Enfin, j'avais la carte d'immatriculation qui était un certificat d'immatriculation allemand. Bref. Parce qu'en fait, cette voiture venait d'une base américaine qui était en Allemagne. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait des bases américaines sur le territoire allemand, côté ouest. Et ils ramenaient des États-Unis leurs bagnoles, quoi, hein. Et après, quand ils sont partis, qu'ils ont fermé les bases, ils ont revendu comme ça sur le marché local les bagnoles pour une bouchée de pain. Les gens les ont récupérées. Et du coup, cette voiture est venue donc d'Allemagne au Luxembourg. Le gars au Luxembourg, il a même pas eu le temps de la faire réimmatriculer, parce que c'est une voiture qui a le plus petit moteur des Mustangs. C'est un 4 cylindres en ligne. Et il voulait après s'acheter un V8, donc il avait une opportunité d'acheter un V8. Donc vite fait, il a revendu celle-là à moi, donc avec les pièces pour la réparer. En tout cas, c'est une auto qui a bien voyagé, par bateau aussi. Ah oui, ouais, elle a du vécu celle-là, hein, ça c'est clair. Et du coup, je me dis, tiens, et si je tentais le coup d'essayer de l'homologuer et de passer de lui faire obtenir une carte grise française, quoi, pour qu'elle soit immatriculée en France et que je puisse rouler avec en France, quoi. Je me renseignais un petit peu, et il fallait passer, donc à l'époque c'était la Dreal, je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui. Je suis pas expert là-dessus, on demandera à nos auditeurs, ils nous confirmeront. Ouais. Et il faut faire ce qu'on appelait à l'époque je crois que ça existe encore aujourd'hui, une RTI, une réception à titre isolé, où tu amènes ta voiture au centre de l'UTAC à Montlhéry. C'est là où ils ont le circuit qu'on voit dans les vidéos de Villebrequin. Et c'est là où ils testent tous les prototypes des constructeurs pour les homologuer en France. Et pour pouvoir l'amener, il faut l'amener sur plateau. Et donc je me suis dit, allez,
je vais passer mon permis BE pour pouvoir tracter la voiture. Et donc, en 2000, quelque chose comme 2014, 2015, ouais, 2014-2015, je me mets à repasser mon permis BE. Donc, il a fallu que je repasse le code parce qu'il faut un code qui soit récent de 5 ans. Donc, je me retrouve avec des gamins de 15 ans à l'auto-école en train de répondre A, B, C, D. Et je repasse mon code comme ça. Et puis après, je fais l'examen du permis BE. Je le réussis. Et comme ça, je peux transporter ma Ford Mustang sur remorque plateau. Et entre-temps, en parallèle de tout ça, je refais les dernières bricoles qu'il y avait sur la voiture. Je fais les freins parce qu'ils font des tests de freinage à l'UTAC. C'est ça qu'il faut vraiment réussir. Pour le reste, on peut avoir des dérogations, mais voilà, le freinage, c'est super important. Donc, je voulais avoir un freinage nickel. Je change les freins, les disques, etc. Et puis un beau jour de février 2016, la voiture est prête. Il y a eu tout un truc administratif avant, je te passe les détails, mais voilà, c'est un dossier, je te dis pas les allers-retours et tout. J'ai rendez-vous donc à l'UTAC à Paris. Je charge la Mustang sur une remorque qu'un pote m'a prêtée. Je tracte ma Ford Mustang avec mon Rodius jusqu'à Paris. On en reparlera après du Rodius. Ouais. Et puis, j'amène la voiture en test là-bas. Il la teste pendant une demi-journée. Et moi, j'étais claqué parce que j'étais parti le matin, genre à 2h30. Je m'étais levé pour partir à 3h du mat, être à 8h pile là-bas, quoi, sans problème. Puis, tu sais, à rouler à 90 sur l'autoroute, voilà, c'est un peu long. Et puis, donc, j'attendais dans la salle d'attente et même je m'étais couché sur les chaises et je dormais. Et là, je sens qu'on me réveille. Le gars me tend mes clés et il me dit voilà, monsieur, c'est bon. Je lui dis comment ça, c'est bon? C'est bon, votre voiture, elle a passé tous les tests et c'est bon. Ouais. C'est cool. Et alors, j'étais super content. Le gars il me dit ouais, c'est bon, elle a tout, elle freine bien, machin. Vous pourrez l'immatriculer. Il me file un dossier comme ça avec toute la documentation sur les tests qu'ils ont réalisés. Je rentre. Je manque de crever sur le trajet du retour parce qu'à un moment donné, quand on tracte comme ça une charge lourde derrière, il faut faire super gaffe. Il faut bien rester en dessous de 90 km/h sur l'autoroute. Et à un moment donné, sur la francilienne, autour de Paris, j'étais derrière des camions et tout. Je me dis putain merde, j'en ai marre des camions. Allez, je dis ok, je les dépasse ceux-là. Et du coup, j'accélère. Je vais à 100. Et entre deux camions, il y a une bourrasque de vent comme ça qui commence à me faire bouger la remorque avec la bagnole dessus. Et la remorque commence à prendre un mouvement oscillatoire comme ça de droite à gauche. Et ça commence à faire bouger l'arrière du Rodius. Et je me dis putain merde, et ça va s'arrêter ou pas? Et puis je roulais et ça continuait de tanguer comme ça derrière. Je me dis putain mais merde. Et tu sens que ça commence à s'amplifier. Tu commences à avoir les pneus arrière comme ça qui commence à déraper, crac, je me dis putain merde, je vais crever là. Alors je me dis bon, il faut que je fasse quelque chose. Et si je freine d'un coup sec, la remorque risque de pousser pardon, je tape dans le micro. La remorque risque de pousser comme ça le Rodius, de le faire déraper, et le poids de la voiture et de la remorque derrière me faire déraper. Tu sais, tu fais comme les routiers ils disent, tu fais le 7. T'as la cabine du tracteur qui se met en position de 7 comme ça, puis là tu glisses. T'es en crabe, quoi. Ouais. Et je me dis bon, alors faut que je freine, mais pas fort. Donc j'ai freiné doucement. Je me suis foutu en plein milieu des deux voies avec les warnings, et j'avais encore la remorque qui bougeait comme ça. Les gens ils ont vu, j'ai mis les warnings. Je me suis foutu en plein milieu de l'autoroute et j'ai freiné comme ça doucement jusqu'à ce que le mouvement derrière de la remorque se calme et s'arrête. Je me suis remis sur la droite. Là, je peux te dire, j'ai essuyé toute la sueur qui était sur mon front. Je me dis, ok, maintenant, je rentre en Moselle à 90 km/h et pas un de plus, quoi. J'aimerais pouvoir vous montrer ce que tu es en train de mimer, parce que tu es en train de nous mimer toute la scène. Malheureusement, vous ne verrez pas cette scène, mais c'est génial. Je profite. Ah là, je peux te dire que moi aussi, j'ai profité. Bon, en tout cas, c'était un sacré truc. Mais comment tu te sens en fait quand tu te dis que cette voiture, elle était absolument rien par rapport au sol français. Enfin, sur le sol français, elle valait rien. Tu l'as fait renaître,
mécaniquement, administrativement. Ouais. Comment tu te sens après? Ah bah après, tu te dis, je suis le roi du monde. Non, mais voilà, t'es heureux parce que t'as passé un cap supplémentaire, t'as progressé, t'as appris des choses, tu maîtrises plus de choses autour de toi, tu te sens plus libre parce que tu sais qu'à partir de là, ta voiture ne sera plus jamais un problème. Et ce sera juste pour toi une solution. Et puis, avec tout ça, j'ai pris goût à faire tout ça. Tu vois, quand je me retrouve ici dans mon garage à bricoler, c'est toujours des bons moments. Hein. Même quand je galère sur un truc, hein, quand vous me voyez galérer dans mes vidéos sur une vis qui vient pas ou un truc comme ça, au final, c'est des bons moments. Hein. Surtout qu'en général, ça se termine plutôt bien, quoi. Justement, tu fais une transition parfaite. C'est à ce moment-là que YouTube arrive dans ta vie. Ouais. Comment ça se passe un peu justement? Parce que tu te dis, ça y est, je suis capable de faire des choses au niveau mécanique. Ouais. Et ben c'est surtout cette réussite à l'homologation de la Ford Mustang qui me dit, bah tiens là, tu vois, je tiens un truc. Je suis quand même fier d'avoir réussi ce que j'ai réussi là, et surtout. J'aimerais bien en faire profiter les autres et j'aimerais bien que chacun puisse, comme moi, maîtriser sa bagnole, quoi. Parce que quand t'es bloqué, et ça je l'ai vécu aussi une paire de fois quand mes gamins étaient petits, quand t'as les bagnoles qui ont des problèmes, qui démarrent pas ou machin, et puis que t'es bloqué, qu'il faut les amener ici ou là. Bah c'est super handicapant, surtout quand tu habites à la campagne comme moi. T'as vu, hein, c'est un village de 400 habitants. Je savais pas qu'il y avait 400 habitants, mais oui, j'ai vu que c'était un petit village. Voilà, je te le dis, hein, il y a rien à la ronde. La zone d'activité la plus proche avec des commerces d'essence, c'est à 25 km. Donc il te faut une voiture, hein. Il te faut une caisse qui marche bien, et même, je dirais, il t'en faut au moins deux, quoi. Hein. Parce que quand il y en a une qui a des soucis ou qui est en entretien, faut que l'autre, elle marche. Donc, voilà, la voiture, c'est super important, en particulier quand tu habites à la campagne. Et c'est dur de se retrouver bloqué, quoi. Ça te prive sérieusement de liberté. Et donc tu t'es dit, je veux pas que d'autres personnes se retrouvent dans cette situation-là, donc ouais. je me dis, je vais partager mes connaissances, voilà, pour justement que ces situations n'arrivent plus. Ouais, connaissances, c'est surtout ma découverte et mes expériences de mécano-amateur. Parce que quand j'ai commencé, je ne savais pas tout. Et j'ai appris en faisant aussi mes vidéos. Ce que je faisais beaucoup, c'était que je me filmais au début pour moi-même, pour être capable de remonter ce que j'ai démonté. C'est pas con, ça. Et voilà, je revisionnais mes propres vidéos pour voir comment j'avais fait pour démonter un truc, pour être sûr de remettre les bons écrous, les bonnes vis aux bons endroits. Et pendant un moment, donc pour tout le début de l'année 2016, j'ai travaillé sur le concept de la chaîne YouTube. Je me suis dit, tiens, si je le fais, j'aimerais bien le faire bien. Je veux qu'il y ait un petit concept autour, que ce soit pas juste une vidéo de mécanique tuto ou alors regardez, je vais vous montrer comment faire la vidange sur cette voiture, on fait ça, tu vois. Je voulais un petit peu enrober la mécanique avec un pactage agréable, quoi, tu vois. Et comment justement les idées sont arrivées? Parce qu'il y a le concept, il y a le nom. Comment cet enchaînement d'idées est arrivé pendant ces peut-être 6 mois où tu as préparé tout ça, quoi? Ouais. Donc la première vidéo est sortie le 1er septembre 2016, et de début février jusqu'au 1er septembre 2016, j'ai préparé quelques vidéos à l'avance, je les ai montées. À l'époque, je mettais énormément de temps à faire mes vidéos, à les monter, etc. Donc je voulais prendre de l'avance avant de lancer la chaîne. Le concept est venu parce que je suis musicien, j'étais musicien, et j'aime bien faire de la musique. J'aimais bien composer. J'avais un groupe à l'époque. Tu jouais de quel instrument? Guitare. Et voilà, YouTube, ça m'a permis, si tu veux, de réunir plusieurs de mes passions, si on peut parler de passion, parce que plusieurs de mes hobbies, on va dire. Donc la mécanique,
la musique et surtout le plaisir de faire des vidéos. Parce que avant YouTube, je faisais énormément de vidéos, mais pour ma famille. J'ai filmé mes gamins depuis qu'ils étaient tout petits, depuis 2001 que j'ai eu ma fille. Donc, j'ai beaucoup de vidéos de famille. J'ai fait beaucoup de vidéos de famille avant de faire des vidéos sur YouTube. Ça m'a permis un petit peu voilà, de m'exercer et puis de pouvoir arriver sur YouTube avec une proposition qui, à l'époque, était un petit peu différente de ce qu'on trouvait. Bah, elle est toujours différente. Mais justement, le nom, alors comment il s'est imposé? C'est toi qui l'as trouvé? C'est quelqu'un d'autre? Oui, c'est moi qui l'ai trouvé, mais je me souviens plus du tout comment. T'étais sobre ou pas? Oui. Je me souviens plus. Je jouais un truc, voilà, un concept qui claque et que les gens puissent se rappeler. Et le générique a fait le nom de la chaîne, si tu veux. Et à l'époque, mes gamins faisaient de la musique et on a enregistré ici avec les gamins le tout premier générique. Si vous allez voir donc les premières vieilles vidéos de la saison 1 et 2, dans le générique, c'est mes enfants qui jouent avec moi pour de faux. On joue en playback ici le thème de la chaîne Garage Bagnole Rock'n'Roll qu'on répète 4 fois. Voilà. Mais donc à ce moment-là, et c'est toujours un peu le cas, YouTube c'est une passion, tu l'as dit, c'est un passe-temps, mais t'as pas la vocation à en faire ton métier. T'as un métier à côté. Voilà, j'ai un métier à côté. Moi, je suis ingénieur système et réseau, et ma spécialité donc c'est l'internet par satellite. Je gère des systèmes qui permettent aux gens d'avoir l'internet là où ils peuvent pas l'avoir, en haute montagne, en race campagne où il y a ces zones blanches complètes, ni ADSL, ni 3G, ni rien. C'est un métier que j'adore, que je fais depuis 20 ans maintenant. Et je compte pas le quitter. Je veux dire, à moins que YouTube marche vraiment du tonnerre. Et que, mais pour ça, il faudrait que je m'y investisse beaucoup plus. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, ça marche très bien comme ça. Je suis content voilà. T'as un peu cette double vie. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire, tu me l'as montré dans ton espace de travail. T'as ton bureau coworking, télétravail, et t'as ton bureau youtubeur. Voilà, j'ai les deux dans la même pièce. Et voilà, je passe de l'un à l'autre. Et ça me plaît bien d'avoir comme ça deux professions presque, on peut dire. Donc YouTube, c'est aussi, tu l'as expliqué, c'est finalement une manière d'exprimer ton côté artistique, ton côté créatif. Mm-hmm. Comment ça se passe un peu le début? C'est tout de suite le succès? Dès que tu t'as préparé pendant 6 mois, tu lances? Alors comment là, ça se passe? Je lance le truc et là, c'est la douche froide. Hein. Je peux te dire que les débuts ont été très difficiles. Surtout que moi, dès le début, je ne voulais pas jouer de mes relations sociales pour gagner en visibilité et en abonnés. J'ai toujours voulu que ça vienne, que la croissance se fasse organiquement, naturellement. Tu vois. Donc, ce que je faisais, c'était que j'ai pas demandé à mes amis, à mes collègues, à ma famille d'aller voir ce que je fais et de s'abonner, etc. J'en ai parlé à personne, sauf mais bien sûr, mon épouse, mes enfants savaient ce que je faisais. Mais t'as eu du mal à le cacher en même temps. Bah voilà. Mais pour faire grandir la chaîne, j'allais communiquer un peu ce que je faisais sur des forums à l'époque ou des choses comme ça. Et la croissance a été naturelle et du coup a été ultra lente. Je me souviens, on a fêté les 100 abonnés de la chaîne, genre quelque chose comme 4 mois après le début. 3 ou 4 mois, je crois. Novembre, décembre 2016. Tu avais eu le temps de sortir combien de vidéos à ce moment-là? Beaucoup, parce que j'en avais plusieurs d'avance, parce que voilà, je m'étais dit pour que les gens s'abonnent, il faut qu'ils voient qu'il y a du contenu. S'ils viennent, s'ils voient qu'il n'y a qu'une ou deux vidéos, bon, ils ne vont pas forcément s'abonner. Il faut qu'il y ait déjà pas mal de contenu pour que ça les intéresse. Ils disent « Ah tiens, oui, c'est pas mal ce qu'il fait, je supporte, je clique sur le bouton s'abonner ». Et donc, j'avais pas mal de vidéos d'avance que j'ai sorties assez rapidement. Donc, je devais en sortir 2 ou 3 par semaine au début. Genre en septembre-octobre 2016. Et après, c'était une vidéo par semaine, peut-être 2. Mais c'était ultra long, ultra difficile. Hein, et je me suis dit, mais merde, hein, ça marche pas terrible. Et tu t'es découragé un moment ou... Non, je me suis dit, allez, je continue. Parce que, pour moi, j'avais pas d'objectif. J'étais
déçu de voir que ça allait lentement, mais pour les 100 personnes, même pour les 10 personnes, même pour la première personne qui s'était abonnée à ma chaîne, j'étais content de leur proposer des vidéos. Et ça, c'est un truc que j'ai appris en faisant de la musique. Quand on faisait des concerts, on pouvait faire des concerts devant des salles remplies de gens ou dans des petits bars avec 4-5 piliers de bar qui étaient là. Mais s'il y a juste ne serait-ce qu'une personne qui est intéressée, bah, ça vaut toujours le coup de jouer et de donner son maximum pour lui, quoi. Et sur cette base-là, je ne me suis pas découragé et j'ai persévéré. Et puis ça a fini par commencer à marcher. Début 2017, j'arrive vers les 1000 abonnés, je pense. Je sais plus, il faudrait que je revoie l'histoire, mais c'était peut-être en mars-avril. Donc voilà, donc plusieurs mois après, ça finit par prendre un petit peu. Et puis après, il y a eu cet événement formidable qui a lancé la chaîne, qui a été le passage au salut Internet de Doc7. William, si jamais tu m'entends, merci mon gars, c'est toi qui as lancé la chaîne. Et la chaîne a pris 20 000 abonnés d'un coup, quoi. Donc là, elle est passée j'étais peut-être à 2 000, 3 000 abonnés là, à l'époque-là. Et puis hop, 22 000 abonnés en quelques jours, quoi. Et après, ça a été organique. Et en fait, c'est toujours. Et après, ça a continué de manière régulière. Ouais. Pour ceux qui sont pas forcément. Enfin, tu vas mieux l'expliquer que moi, mais YouTube, c'est un peu un système de palier. Et à partir du moment où tu as un certain volume, tu auras plus de propension à aller en chercher un autre, etc. C'est-à-dire que plus t'es petit, malheureusement, plus tu resteras petit. Ouais. Et plus t'es gros, plus t'as une puissance qui fait que tu grossiras beaucoup plus vite. Voilà, c'est ça, ouais. En fait, plus YouTube se rend compte que tes vidéos sont vues, tu as un effet boule de neige, plus il va les proposer et plus elles seront vues. Et ce mouvement-là, il faut le conserver et l'entretenir. Il faut pas le perdre. Il y a pas mal de chaînes qui sont passées au salut Internet de Doc7 et qui aujourd'hui n'existent plus. Qui ont eu aussi ce boost-là de 10 000, 20 000, 30 000 abonnés d'un coup parce que les gens... se sont dit, ah ouais, c'est chouette ce qu'il fait, je m'abonne, mais après, ça s'essouffle et le mouvement n'est pas entretenu et puis ça finit par s'arrêter. C'est un sport, YouTube. Moi, je le considère comme un sport. Il faut s'entraîner, pratiquer régulièrement, il faut sortir une vidéo par semaine et puis sinon, tu te perds rapidement et puis tu... Tu sais que je suis content que tu dis ça parce que moi, je généraliserais même à la création de contenu en général. Je dis ça parce que moi, YouTube, c'est quelque chose d'annexe, même si j'ai envie de le développer, je te le disais en off avec les vlogs, etc. Mais de toute façon, la création de contenu, si t'es pas régulier, bah, tu peux pas créer de rendez-vous, tu peux pas... C'est assez logique, en fait, toutes les plateformes de consommation de contenu vont toujours soutenir les créateurs qui sont réguliers parce que c'est ceux qui produisent, tout simplement. Ouais, et puis voilà, puis après, le public, il a aussi son rendez-vous. Il aime bien le mercredi retrouver mes vidéos, le jeudi retrouver les vidéos de Villebrequin, le vendredi retrouver les vidéos de, je sais pas moi, GLB, etc. Tous les autres qui sont là, qui produisent régulièrement leur contenu. Et voilà, il faut entretenir ce mouvement-là. Il faut pas que ça s'essouffle, quoi. On parlait un peu de tes autos. Ouais. On les a pas toutes énumérées, mais il y en a une. Parce que ça me fait une transition qui est parfaite. Que tu as vendu il y a pas longtemps. Tu l'as vendu par Benzine. D'ailleurs, je salue Anthony et David. On les salue. Salut les gars. C'est un super épisode que j'enregistre avec eux si vous voulez l'écouter. Donc tu as vendu ta C6 666. Oui, parce que elle a été assez infernale cette voiture. Donc je l'ai rebaptisée C666 parce que c'est la voiture des enfers. J'ai bien galéré sur ce projet. Donc pareil, ce projet, ça a été un défi pour moi, hein, vraiment. J'avais jamais travaillé sur un moteur aussi compliqué, un diesel V6. C'est le 2 litres 7 HDI, c'est ça ? Voilà, qui est réputé pour être un bestiau difficile. Et d'ailleurs, effectivement, je confirme. C'est le cas, en particulier au niveau des bougies de préchauffage, c'est l'enfer. Ben ouais, voilà, donc ça, c'était un défi que je me suis lancé de réparer cette voiture, de la sauver, parce qu'elle était à 2 doigts d'aller à la casse. Hein. Les 2 joints de culasse étaient morts, hein, donc... le prix de faire refaire ça par un professionnel à l'époque n'aurait pas justifié l'investissement vu l'état dans lequel était la caisse, quoi. Mais voilà, c'est une voiture quand même présidentielle, c'est la dernière des grandes Citroën avec le système de suspension hydractive.
c'est un monument, cette voiture. Hein. Elle a une image aux yeux des Français qui est importante, hein, comme la Citroën DS, comme toutes les autres grandes voitures présidentielles. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup plus que la DS et la C6, mais dans l'imaginaire des gens, hein, je crois que c'est les deux. Je pense. Après, deux, ta DS ancienne et nouvelle maintenant. Ouais. Mais est-ce que ça tape moins dans l'imaginaire. Ouais, je pense que ça reste moins, effectivement. Elles sont emblématiques, ces deux-là. La vieille DS et puis la C6, ça reste, je pense, voilà, ça fait partie de la culture française, quoi. Donc, voilà, cette voiture-là, je vais la récupérer. Pareil, elle reste dehors là pendant des mois avant que je puisse m'y mettre. Parce qu'entre-temps, j'ai des autres problèmes sur mes autres bagnoles qu'il faut que je résolve. Et puis, je m'y mets sérieusement. J'ai attaqué sérieusement quelque part fin 2019. Et il m'a fallu plus d'1 an, hein, pour y arriver, pour être au bout de ce projet-là. Et je suis content d'y être arrivé, malgré tous les problèmes que j'ai rencontrés en cours. Et au final, c'est une voiture qui est là, qui roule et dont le propriétaire, j'en ai eu des nouvelles. Donc c'est le propriétaire est content. Ouais, il me tient au courant. Il s'en occupe très bien d'ailleurs. Didier, je te félicite. J'ai eu beaucoup de chance, moi, avec les gens qui ont repris mes voitures depuis que je fais la chaîne. Il y a eu la Hyundai Accent qui a été reprise par Alex, que je salue aussi au passage. C'était la voiture que j'ai fait gagner pour le passage des 100 000 abonnés de la chaîne. C'était en septembre 2019. Et puis Didier, après, donc, qui a acheté la C6. Donc, il l'a acheté... alors moi, la C6, je l'avais acheté 1 500 €. Donc, j'ai racheté pas mal de choses, pas mal de pièces. J'ai eu pas mal de frais dessus. Au final, elle a été vendue 8 400 € aux sur enchères sur Benzine.fr. C'est un site pour les gens. Je fais une petite pub pour Benzine. Ils seront contents d'aviser Anthony. C'est donc un site. Après, en off, tu me diras combien il paye. J'aimerais bien, les gars, j'attends mon chèque. Donc c'est un site en fait d'enchères en ligne, pour faire simple, de automobile. Mais attention, c'est que des voitures spéciales. Ils sélectionnent beaucoup à l'entrée leur. Ça s'appelle les véhicules dignes d'intérêt. Voilà. Et donc la C6 en faisait partie. Et grâce à leur système d'enchères, ça a permis de faire monter le prix jusqu'à 8 400 €. Et du coup, ça a permis de faire un don. Alors moi, dès le début du projet, j'avais dit, je la revends. Je garde pour moi tout ce que ça m'a coûté sur le projet. Et tout ce qui est en bénéfice, je le reverse à une association qui est l'association L'Étoile de Martin. J'invite là tous tes auditeurs à aller jeter un œil à leur site web et si le cœur leur en dit, d'aller faire un petit don parce que chaque euro compte. C'est une association qui se bat contre le cancer des enfants et qui soutient la recherche. Et je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. C'est très bien de soutenir la recherche. C'est, comme je te le disais, hein, c'est de là que viendra la solution sur cette terrible maladie. Je mettrai le lien en description. Ouais, qui est beaucoup plus compliqué qu'un simple coronavirus, même s'il nous fait bien chier. Le cancer, c'est terrible et c'est ultra injuste quand ça arrive aux gamins, quoi. C'est juste terrible. Et donc, ce projet C6, ça a été un défi que je me suis lancé et que j'ai fini par réussir. J'ai mis du temps. Il y a eu des moments de doute. Il y a eu un moment où je me suis retrouvé, la caisse était là, toutes les pièces, tout dans le compartiment, le moteur était complètement démonté, il y avait des pièces, mais partout ici dans le garage, jusque là-bas, là, ils voient pas où je te montre, mais mon garage, il fait une forme de L comme ça. On filmera après pour qu'ils aient une petite idée. Il fait 10 mètres de long comme ça, et puis là-bas, j'ai encore 10 mètres, de l'autre côté, il y avait des pièces dans des caisses jusqu'au bout. Et puis là, je me dis, putain, mais si jamais je me plante et puis que j'arrive pas, mais qu'est-ce que je fais de ce tas de ferraille, quoi? Parce que là, quand t'as un truc qui est démonté comme ça, c'est juste un tas de ferraille inerte. Hein. Et j'étais déjà en train de me faire des scénarios. Alors ok, pour la sortir du garage, il faudra que je tire avec une chaîne, que je la mette sur des roulettes et des roues, parce qu'en plus, quand les suspensions hydropneumatiques, quand le circuit est vidé d'huile, enfin bref, les roues tiennent plus. Enfin bref, tu connais le problème des Citroën là. Hein, quand le circuit hydraulique est percé, elles tombent par terre, elles sont à plat par terre et tu peux plus rien en faire, quoi. Donc l'enfer, quoi. Ouais, bah oui, là. C'était la descente aux enfers, mais bon voilà, j'en suis remonté. J'ai fait une chanson sur la bagnole là. Mais tu sais que c'est 666. Je l'ai écouté dans le train en venant. et voilà, c'était une blague, hein, c'était pour Halloween.
Je mettrai le lien aussi de cette petite blague, parce que c'est quand même drôle. Mais tu sais que ça me fait penser à quelque chose, cette histoire. Benzine, enfin, tu sais, je les ai rencontrés, je le disais tout à l'heure. Forcément, on les voit souvent dans les vidéos de Villebrequin. Mhm. Et t'as fait des vidéos avec Villebrequin, et tu me le racontais en off tout à l'heure. Ouais. C'était au début de leur chaîne, au début de ta chaîne aussi. Enfin, Ouais. vous étiez encore des petits, entre guillemets. En 2018, Et il y a cette fameuse vidéo que je n'ai pas vue, je le concède tout à fait, et je vais rattraper mon erreur, où tu me parlais d'un setup assez incroyable, en fait. Oui. Alors, c'était la première vidéo qu'on a fait ensemble. Donc là, on est en quelle année ? Donc 2018, novembre 2018. Et je propose un projet à Pierre et Sylvain. C'était un truc sur Batman, je sais plus quoi. Enfin bref. Donc ils l'appellent le projet Batman. D'ailleurs, on a récupéré un peu le truc. À un moment donné, dans le phare du Multipla, il y avait un truc, une forme Batman. Bref. Je m'éloigne un peu du truc. Donc cette vidéo, on se met d'accord pour la faire, et Pierre et Sylvain me proposent de faire une super intro qui sera une intro commune pour leur vidéo et la mienne. C'était top de leur part, parce que eux se tapaient tout le boulot, quoi, faire la vidéo, le tournage, le montage, etc. Et puis moi, j'avais juste à intégrer la super intro sur ma vidéo. Donc à l'époque, leur chaîne, ils étaient à 80 000 abonnés, moi j'étais à 50 000 abonnés. Et puis on s'y met. Donc c'était une des premières vidéos qui tournait dans le garage de Benzine, parce que Sylvain s'était fait dégager de chez Bosch. Voilà, on le dit. Oui, il l'a dit, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas le dire. Et ils ont tourné pendant un moment, ils étaient dans un garage lugubre, ils ont galéré au début, ils n'avaient pas d'endroit pour filmer, et heureusement Benzine leur a fourni un endroit qui était super, qui est leur grand garage là. Et Sylvain me dit, écoute, on a acheté un multiplat, et il a un gros problème au niveau du passage de vitesse, on n'arrive pas à passer les vitesses, ça accroche tout le temps, on voudrait tenter de changer l'huile de la boîte de vitesse, sans grand espoir que ça améliore les choses. Je veux dire, une boîte, quand elle est pétée, hein. C'est pas changer l'huile qui va la faire subitement réparer d'elle-même. Mais voilà, c'est en général ce qu'on fait pour voir si ça résoudrait pas quand même par hasard les petits soucis. Tu me dis, bah viens, on fait des vidéos ensemble. Nous, ce sera plutôt le côté fun de la chose, présentation de la bagnole. Et puis moi, le côté technique avec la partie changement d'huile de la boîte de vitesse sur cette voiture. Et donc je me rends là-bas en TGV avec une grosse valise avec mes outils dedans, mon bidon d'huile et tout. Sylvain aime bien me chercher. À l'époque, il avait son Audi A7 de fonction qui lui restait encore de Bosch. Ça devait être les derniers jours qu'il l'avait, quoi. Il avait une Audi A7 de fonction ? Ouais. Bah ouais, écoute, il avait une place correcte chez Bosch. Mais bon, voilà, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Hein. Et du coup, on va au garage de Benzine. Et là, j'ai vu les gars, ces jeunes, là, je les ai vus bosser pendant 2 heures pour mettre en place le plateau. C'est la scène où on fait la scène du poker, où il y a la table, il y a un super éclairage. Il y avait Mathieu qui était là, Mathieu Touquet, qui est un éclairagiste qui aussi m'a aidé pour faire le live de la vente de la C6. Je lui passe le bonjour. Il avait fait un super boulot d'éclairage, etc., pour mettre vraiment, tu sais, l'ambiance des salles de jeu, tu vois, de poker, ambiance feutrée, etc. Moi, j'avais une réplique de merde à dire et j'étais fin stress. Moi, c'était juste, je devais dire un truc genre, oh, vous êtes fous, je me couche, et puis hop, je devais sortir. Mais juste pour dire ça, j'étais complètement stress, quoi. Et je les ai vus bosser, mais comme des dingues, quoi. Hein. Et moi, j'avais prévu de reprendre le train pour revenir le soir. Et puis, tu parles, arrivé en milieu d'après-midi, on n'avait même pas fait le quart du début de ce qui était censé être fait, quoi. Et du coup, il fallait que je décale le train, et j'ai pris le dernier train de la journée pour rentrer chez moi. Mais moi, de mon côté aussi, après, j'ai un peu galéré sur ce changement d'huile de boîte de vitesse. Il y a Anthony de Benzine qui est venu me filer un coup de main et me dépatouiller un peu de la situation dans laquelle j'étais. Il touche un peu Anthony aussi. Hein. Ouais, il le montre pas, mais non, il se débrouille bien. Et après, quand j'ai vu la qualité de la vidéo, de l'intro qu'ils ont produit, mais c'était qualité cinéma, quoi. Ils sont vraiment
engagés complètement dans ce qu'ils font et pour produire des belles vidéos pour leur public. Je trouve ça formidable, quoi. Et donc, moi, j'ai bénéficié de ça, de cette super intro. Et voilà, merci les gars, merci Sylvain, merci Pierre. Et puis, on a refait des vidéos encore après. On est allé au Maroc ensemble, etc. C'était bien. C'était avant le Covid, tout ça. Hein. Mais ça va revenir. Ça va revenir, ouais. C'est bon, on est sur la bonne pente, là. Pour revenir un peu à tes autos, tu en parlais tout à l'heure du Rodius. J'arrive jamais à prononcer le nom de cette marque, mais c'est SsangYong, c'est ça? SsangYong, exactement. Tu sais que c'est coréen. Cette voiture, pour la petite anecdote, elle me faisait peur quand j'étais petit. Ah bon? Parce que je comprenais pas ses formes. Ah oui, ouais, tu vois, ouais. L'arrière, je trouvais ça choque, très impressionnant. Ouais. Et chaque fois que j'en voyais une, j'habitais dans le sud à ce moment-là, Mhm. je me disais, mais c'est quoi ce truc? C'est Je un mettrai peu, des photos pour les gens. Voilà, il faut la voir pour le croire. Et le mieux, c'est quand même d'aller dedans et de rouler dedans. Parce que c'est une voiture qui est faite pas pour les gens qui la regardent de dehors, mais pour ceux qui sont dedans et qui profitent de son habitacle, de son espace, etc. Je trouve ça dommage, si tu veux, que les monospaces aujourd'hui n'existent plus, en fait. C'est fini quasiment l'offre monospace. Le Renault Espace de Renault, il est devenu tout petit, tout rabougri. C'est un SUV, quoi. C'est un SUV, bien sûr. Donc il n'y a plus vraiment de voiture monospace comme il y avait à l'époque, ou alors il faut aller vers la camionnette, quoi. Hein, tu passes au Mercedes, je sais plus quoi, Viano, je sais plus quoi. Là, ça commence à être un délire, là. Hein. Et bon, le truc, c'est qu'un SUV t'offre pas toutes les fonctionnalités qu'un monospace t'offre. Et pour une voiture familiale, un monospace comme ça, mais c'est génial, quoi. On est allé... mais combien de fois on est allé en vacances avec tous les gosses dedans, tout le coffre rempli à ras-bord, avec en plus un coffre de toit au-dessus rempli aussi de trucs, et c'était génial. Mais il t'est arrivé une petite galère, une petite panne en 2019, tu m'as raconté? Deux, ouais. Bah, tu m'en as raconté qu'une. En 2019, il nous a fait deux mauvais coups. Le premier, c'était un souci avec la boîte de vitesse. Cette voiture donc est tombée en rade vers Saintes. Je sais pas si tu vois, vers Bordeaux là-bas. Mm-hmm. Et on est rentré en voiture de location, et puis il y avait personne pour me la prendre en charge là-bas. Parce qu'ils assumaient pas cette casse. Ouais. Et il y avait aucun garage qui était OK pour la prendre. Parce que les garages, c'est un bien et un mal aussi. C'est que quand ils prennent votre auto, ils ont une obligation de résultat. D'accord ? S'ils s'engagent à faire une réparation, ils doivent vous redonner la voiture réparée. Et pour ce type de modèle marque, SsangYong Rodius, pour un problème de boîte auto en France, il n'y avait aucun garage qui voulait s'engager à la réparer, parce qu'ils ne savaient pas s'ils y arriveraient, quoi. Parce que c'est trop rare comme bagnole, les boîtes auto, c'est trop rare encore en France, enfin encore plus à l'époque. À l'époque, c'était qu'il y a 2 ans, mais je veux dire, la majorité des voitures, c'est quand même des boîtes manuelles en France. Et les garagistes ne sont pas très à l'aise sur les boîtes auto. Et donc, personne pour me la prendre en charge là-bas. Donc moi, je décide d'aller la chercher. Allez, même si elle est en panne, même si la boîte de vitesse déconne, tant pis, je la prends, je la ramène. Si je tombe en rade, je m'arrête, j'attends un peu, quitte à aller dormir dans un hôtel. Mais je tente le coup, quoi. Et j'ai filmé tout ça, j'en ai fait une vidéo où je reviens comme ça avec la bagnole à moitié crevée. Et puis, ça se passe plutôt bien. J'arrive à revenir chez moi. Elle se met à déconner juste avant que j'arrive ici, quoi. J'arrive à revenir avec et à le remettre dans le garage. Et puis là, pareil, chose que j'ai jamais fait. Alors, c'est souvent dans mes vidéos que quand on me voit faire un truc, c'est la première fois que je le fais. J'ai rarement de l'expérience d'avoir déjà fait ça. Donc, réparer cette boîte auto, là, je l'avais jamais fait. Et ok, allez, on y va, on se lance. On verra bien. On commence à démonter, on observe, on teste, on voit ce qui se passe et puis on essaye de trouver une solution. Et puis, voilà, j'ai réussi à réparer cette boîte en changeant cette fameuse platine là par une neuve. Et puis c'est reparti comme ça. Et puis donc ça, c'était la première panne qu'il nous a fait en 2019. Il y en a eu une deuxième où là, c'était un peu plus chiant, mais on a quand même réussi à revenir avec la voiture. Il a été sympa parce qu'à chaque fois, c'était sur le trajet de retour des vacances. Il vous niquait pas les vacances, ça c'est bien. Voilà, parce que pour y aller et puis sur place, c'était bon, on pouvait rouler avec, mais c'était juste sur le trajet retour. Les 2 fois, il
il nous a créé des soucis. Et là, c'était quand le moteur était chaud. À un moment donné, toc, il y avait tout qui coupait. Il arrêtait de fonctionner, quoi. Donc là, au final, ça s'est avéré être un problème assez classique d'un problème de capteur PMH et de position d'arbre à cam que j'ai changé les 2 capteurs. Et puis, j'imagine que si ça t'arrive sur l'autoroute, tu dois t'emmerder, tu es obligé de te mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, laisser refroidir. Ouais. Et le plus... Alors là, c'est un scoop que je te donne, c'est pas dit dans mes vidéos ni rien, mais la première fois que c'est arrivé, c'était mon épouse qui était au volant. Et elle était en train de dépasser un poids lourd. Et le moteur s'arrête. Quand ce genre de panne arrive, le moteur cale complètement. Hein. Donc il y a un frein moteur qui se met en place, du coup, vu qu'il est plus alimenté en carburant ni rien. Et tu perds la direction assistée. Okay. Donc le volant devient dur, tu vois. Et puis le Rodius, c'était, comme je te l'ai dit, quand on part en vacances, on est 5 dans la bagnole. À l'époque, mes enfants, donc en 2019, ils étaient déjà grands. T'as vu mes 2 fils en arrivant, ils sont aussi grands que toi. Oui, ils sont aussi grands que moi. Ouais. ils sont pas mal. Ils ont bien mangé de soupe. Ouais. Et tous les 3, vous me dépassez. Bref, et je suis pas petit. Et la voiture était chargée, mais comme un mulet, quoi, avec toutes les affaires de vacances. Donc on avait un certain poids, les 5 vélos derrière sur le porte-vélo, le coffre de toit en plus. Donc il y avait une certaine masse, et quand tu n'as plus la direction assistée là-dessus, je te dis pas. Alors mon épouse qui a ses petits bras, ça a été un gros moment de stress. Il a fallu qu'elle revienne derrière le poids lourd, et puis qu'elle se mette après sur la bande d'arrêt d'urgence. Et c'était chaud, quoi, parce que tu étais là sur le bord de route, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. J'ai vérifié tout ce que je pouvais. J'ai un outil OBD2 qui était intégré dans mon autoradio qui pouvait me sortir des codes d'erreur. Aucun code d'erreur. Ça, juste pour expliquer, c'est pour faire un diagnostic. Voilà, pour faire un diagnostic. Hein. Bien souvent, l'ordinateur qui gère le moteur, il en sait beaucoup plus sur l'état du moteur et la manière dont la combustion se fait à l'intérieur que n'importe quel mécano qui regarde le moteur tourner. Hein. Donc, c'est important de travailler avec les bons outils pour avoir le bon diagnostic. Et donc, ces outils OBD2, là, ça permet d'avoir vraiment des informations en général pertinentes sur ce qui se passe, quoi. Mais là, rien. Aucun code d'erreur, rien, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Il y a bien un truc qui cloche, quoi. Donc, en attendant comme ça, sur le bord de l'autoroute, le moteur finit par redémarrer. Je réessaye, tu vois, puis hop, ça repart. Donc, on a réussi comme ça à revenir en roulant. Et puis, comme c'était sur la fin de journée, ça se rafraîchissait, l'atmosphère. Donc, ça permettait au moteur je sentais bien que c'était vraiment lié à une question de température. Et simplement en attendant sur le bord 10 minutes, un quart d'heure, c'était bon, on pouvait repartir, quoi. Donc c'était un peu dangereux quand on a fait ça, mais voilà, on a roulé, on a dû s'arrêter peut-être 3 ou 4 fois sur le trajet retour, quoi. Et ce Rodius, maintenant, il est en fin de vie. Tu me disais que le contrôle technique n'était pas passé. Là, c'est pour l'instant, il est plus censé rouler. Parce qu'au dernier contrôle technique, le contrôleur a pris son tournevis, il a fait un petit test comme ça sur le châssis à l'arrière, et puis le tournevis a traversé. Donc, rouille perforante, quoi. Voilà. Et donc, là, c'est fini. Hein, c'est fini pour l'instant. Peut-être que à l'avenir, je vais peut-être tenter de le sauver, parce que je suis dégoûté, parce qu'après tous les efforts, tout ce que j'ai investi dedans, au niveau mécanique, il est bien là maintenant. Je dirais pas qu'il est impeccable, qu'il est neuf, qu'il fera plus de panne, mais là, il est dans un état. J'ai la batterie qui est là, tu vois, juste à ta droite par terre. On la prend, on la met dedans, il démarre et on peut rouler. Il y a aucun souci. Hein. Et je trouve ça vraiment dommage de gâcher un objet comme ça qui coûte cher. Qui a coûté du travail à être construit, à être entretenu, aussi vis-à-vis de tout ce qu'on a vécu dans cette voiture. Je trouve ça vraiment dommage de le laisser partir comme ça à la casse. Donc peut-être que dans les vidéos à venir sur la chaîne, je vais peut-être tenter de sauver ce bon vieux monospace de Rodius. Est-ce que ça serait pas un deuxième scoop, ça? Si. Yann, voilà, c'est pour tes auditeurs, pour la boîte à gants. Et on parlait de l'électrique, on parlait de Tesla tout à l'heure. Ouais. Tu avais vendu la mèche, mais je pense que beaucoup de mes auditeurs savent déjà. Mm-hmm. Tu as une Tesla Model 3, d'ailleurs. C'était la première fois que je rentrais dedans. Et tu as vu que je faisais pas le fier quand tu as accéléré. Pourtant,
la Tesla Model 3, il y en a quand même de plus en plus. Alors, c'était la première fois que je rentrais, je te jure, j'ai jamais eu l'occasion. Okay. Alors, j'ai peut-être pas provoqué non plus. Mais là, quand tu m'as accueilli avec cette Tesla, je me suis dit, génial, je vais pouvoir voir. En plus, tu m'expliquais que tu n'avais pas le plus gros moteur, mais c'est déjà super impressionnant. Hein. Ouais, ça marche très très bien, ça marche très fort. Ah ouais, ça marche plutôt bien. Et je suis très content alors que ça t'ait plu. Je suis très content que la première Tesla dans laquelle t'es monté, c'était la mienne. Et puis, c'est pour moi, c'est vraiment les voitures du futur. Donc, moi qui suis passionné de technologie, plus que de bagnole, la Tesla pour moi c'est vraiment le top du top de ce qui se fait en ce moment, quoi. Et donc suite à ces pannes du Rodius en 2019, je me suis dit ok, maintenant il faut que j'achète une caisse qui me fasse plus de coups comme ça, et a priori, et ça se confirme pour l'instant, ça fait donc 2 ans que je l'ai, du simple fait que dans sa conception, une voiture électrique c'est plus simple, il y a moins de pièces en mouvement, il y a moins de pièces mécaniques qui frottent les unes contre les autres. Il y a moins de complexité. Un moteur électrique, au final, c'est très simple dans sa conception. Et il y a une boîte de vitesse, entre guillemets, qui sert juste à démultiplier un peu le mouvement du moteur. Et c'est direct les cardans et direct les roues motrices, quoi. Donc il y a très très peu de pièces en mouvement, et plus un système est simple, moins il a de chances de tomber en panne. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les voitures thermiques. Malheureusement, tu vois, une Twingo comme ça là, qui est derrière toi, ira peut-être plus loin qu'une grosse BM série 7 de la même année, ou qu'une grosse Mercedes avec plein d'options, plein de systèmes dans tous les sens, et des capteurs partout. T'as toujours un truc qui va merder et qui va te bloquer la bagnole, quoi. Et justement, par rapport à l'avenir de l'automobile, l'avenir de la mobilité, est-ce que ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, on en a déjà parlé un peu en off, est-ce que tu penses que l'électrique est la solution d'avenir, ou est-ce que tu penses que ça va être un ensemble de solutions? On pense à l'hydrogène, on pense à plein de choses. Alors, comment tu vois les choses, toi? Moi, je pense que la voiture 100% électrique, c'est l'avenir. Pourquoi ? Parce que justement, c'est la seule voiture qui permet d'avoir en amont différentes sources d'énergie produites de manière durable. Tu vois ? Parce que la batterie que t'emportes peut prendre son énergie pour se recharger de barrages hydrauliques, d'éolien, de nucléaire qui ne produit pas de CO2, de solaire. Et clairement pour moi c'est vraiment ça l'avenir. Et je crois pas mal en la vision de Tesla pour les maisons, d'avoir des toits solaires et une voiture électrique où tu es ton propre producteur d'énergie. Ta maison fait de l'électricité pour ta maison, pour ton chauffage, et aussi pour ta mobilité, pour ta voiture. Et ta voiture, avec sa batterie, sert aussi de stockage temporaire qui peut te redonner de l'énergie quand on a un peu plus besoin. Quand tu mets tous tes appareils en route, tu peux pomper à ce moment-là un petit peu sur de la batterie de ta bagnole qui sert de réserve, de stockage d'énergie. Et puis le reste du temps, elle se recharge et puis elle stocke. Et ça te permet comme ça d'être ton propre producteur d'énergie et d'être comme ça autosuffisant. Moi, je crois pas mal en ça. Alors, ça reste des choses chères, aussi bien la bagnole que le toit solaire, etc. C'est des investissements qui sont encore assez lourds. Mais sur une solution long terme, je trouve que c'est que c'est viable. Et qu'est-ce que tu répondrais, tu sais, aux détracteurs qui diraient qu'effectivement, à l'heure actuelle, la production de lithium est encore à des problèmes géopolitiques, il y a des problèmes encore de pollution, le recyclage aussi même. Comment tu vois les choses? Comment tu vois cette évolution, le recyclage des batteries, par exemple? Je crois que à choisir entre deux problèmes, entre ceux qui viennent de l'extraction de lithium, de cobalt, même si le cobalt va être progressivement éliminé de la production des batteries, mais d'autres métaux ou ressources difficiles, d'une part, et l'extraction de pétrole qui génère des problèmes qu'on connaît. Le GIEC vient encore de sortir leur rapport alarmant. Il faut absolument qu'on sorte de l'ère du pétrole. Il n'y a pas photo, quoi. C'est pas dans 20 ans, c'est aujourd'hui, c'est maintenant.
il faut sortir de l'ère du pétrole absolument le plus vite possible. Et commencer par les voitures, ensuite les camions, et le reste suivra aussi. Et pour l'instant, pour produire des voitures électriques, tu as besoin de pétrole. Bah, bien sûr, on vit dans l'ère du pétrole encore, donc oui, la source d'énergie principale, ça reste le pétrole. En France, c'est aussi un peu le nucléaire. Maintenant, Tesla, par exemple, met tout en œuvre pour être le plus autosuffisant au niveau énergétique. Leurs gigafactories, elles sont conçues pour que les panneaux solaires qui sont au-dessus alimentent l'énergie nécessaire à toute l'usine qui est en dessous. Donc, on va quand même vers le mieux. Effectivement, au début, il va falloir creuser encore la terre, il va falloir encore extraire des choses, des minerais, mais à long terme, les batteries qui ont été produites pour les anciennes voitures électriques seront récupérées, recyclées et serviront à produire des nouvelles voitures, des nouvelles batteries. Et d'ailleurs, il y a un ex-employé de Tesla qui, depuis quelques années maintenant, est en train de monter aux États-Unis une entreprise dont l'objectif, c'est ça. C'est vraiment de recycler au maximum les batteries lithium pour que l'industrie automobile fonctionne en boucle, que les vieilles voitures soient récupérées, que leur matière première qui a servi à faire les batteries soit récupérée pour fabriquer les nouvelles, et que ça fonctionne quasiment en circuit fermé, qui est qu'un apport de 3 à 4% de nouvelles matières premières pour reconstruire les nouvelles voitures. Comment elle s'appelle, cette entreprise ? Je ne sais plus le nom. Bah, si tu retrouves, tu me diras, je le mettrai, parce que je ne connais pas du tout. Mais je trouvais ça vachement intéressant de te poser la question, parce que je te le disais en off, tu es un des premiers invités que j'ai qui est vraiment convaincu que, si tu veux, de l'électrique en tant que solution unique. Et je suis le plus vieux, je parie, de tes invités. Alors non, tu exagères là. Non, tu exagères. Alors, tu exagères. Je dis ça parce que je suis un petit peu déçu de voir que les jeunes en particulier, bizarrement, ne sont pas super convaincus de ça, de la voiture électrique. Et je me pose la question, je dis ça, je n'ai aucune preuve ni rien, mais je me demande s'il n'y aurait pas quand même derrière un certain lobby des business et des industries déjà établies qui pourraient faire circuler un petit peu des fausses informations. Alors je dis ça, je peux pas répondre à cette question, et je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent y répondre, mais écoute, je fais partie des gens qui sont pas, enfin des jeunes qui sont pas spécialement convaincus par l'électrique. En revanche, ce que je dois reconnaître, c'est que là, cette expérience en Tesla avec toi, c'est la première fois que j'entends dans du Tesla. Bah ça me laisse pas indifférent, je dois être honnête, vraiment. Okay. Donc, alors, est-ce que ça va pas lancer une réflexion ? Moi, j'ai du mal à le voir comme une solution unique à l'heure actuelle, tu vois. Je pense qu'effectivement, il faut te sortir de tout ça, mais j'ai du mal à me dire l'électrique, la solution. Je vois plus un espèce de maillage à l'heure actuelle, peut-être comme une phase un peu transitoire, si tu veux. Mais oui, il y aura des voitures hybrides qui polluent moins, c'est très bien. Il y aura peut-être des voitures à hydrogène. Hydrogène, ça te convainc pas ? Non, parce que tu as besoin de construire une infrastructure énorme pour produire cet hydrogène, le stocker, le distribuer. C'est vrai que l'hydrogène, ça a un truc qui est génial, c'est la, entre guillemets, recharge rapide. Tu fais le plein rapidement comme tu fais le plein à la pompe. Mais c'est pas un avantage qui est si génial que ça. Et l'hydrogène, tu sais, c'est un gaz qui est très dur. Hein. C'est l'atome le plus petit qu'on a, et il faut des réservoirs quand même avec des bons joints pour pas que le truc se barre. Hein. Toutes les fusées qui fonctionnent à l'hydrogène, c'est toujours un problème. Hein. Et voilà, techniquement, il y a quand même, pour moi, il y a quand même un petit souci à ce niveau-là, un petit souci au niveau de sécurité à ce niveau-là. Maintenant, je trouve ça beau, idéalement, hein, avoir une éolienne qui produit de l'électricité, qui fait la dialyse de l'eau et qui récupère l'hydrogène, qui le stocke, et tu fais ton plein comme ça avec ta voiture, avec de l'hydrogène qui a été produit de manière verte, entre guillemets, qui n'a pas produit de CO2. Et ta voiture
brûle de l'hydrogène et donc rejette simplement de l'eau. Je trouve ça super, beau et tout, mais je pense pas que ce soit viable parce que il y a un énorme investissement à faire au niveau infrastructure. L'électricité, l'avantage, c'est que le réseau est déjà là, on l'a partout. Moi, ma Tesla, je la branche sur une prise normale chez moi. À 99%, je recharge ma voiture électrique chez moi, tranquillement sur une prise, elle tire 2 à 3000 watts. Ok, ça prend 24 heures pour recharger, mais il n'y a pas de souci, quoi. Je ne suis pas toujours en train de conduire, et si vraiment je dois conduire beaucoup, bah là, il y a le superchargeur, et en 20 minutes, tu passes de 20% à 80% de charge. 20 minutes, c'est très rapide, hein. C'est le temps d'aller prendre un café et de revenir. Hein. Je dois être honnête, tu as commencé à amorcer une certaine réflexion chez moi, parce que, je te le dis franchement aussi, c'est peut-être avec un brin de provoque, mais tu parlais de peut-être potentiellement un peu de lobby par rapport aux voitures thermiques qui seraient un peu cachées. Moi, j'ai un peu cette vision par rapport à l'électrique de la belle image marketing de la voiture qui, sur le moment T de l'utilisation, ne pollue pas, mais qui pollue avant et qui pollue après son utilisation, si tu veux. Et comme si c'était un peu une espèce de fausse image, si tu veux, toute belle, mais qui cache certaines réalités. Mais je me considère comme pas assez renseigné sur le sujet, personnellement. Et moi, je me trompe aussi peut-être, et peut-être qu'effectivement, dans 10-15 ans, on se rendra compte que, bah merde, non, l'électrique, ça pose plein d'autres problèmes, machin et tout, et puis que ce sera pas non plus une bonne voie, et ce sera triste, quoi. Eh ben, on en discute dans 15 ans. Ah ben, j'espère bien. Mais je dirais d'un simple point de vue ingénierie, pour moi, ouais, techniquement, c'est une solution qui tient la route là. Eh ben, écoute, ça sera le mot de la fin, mais juste avant de finir ce podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Moi, rien. Moi, je souhaite à mon public qu'ils s'en sortent avec ces voitures. Je suis là pour l'aider. J'aimerais bien pouvoir les aider le plus longtemps possible, et c'est ce que je vais essayer de faire dans les mois, les années qui viennent. Ben, je ne doute pas que tu seras présent, que ton public sera aussi présent. Et en tout cas, François, merci beaucoup. Mais c'est moi. C'était trop bien. C'est moi, Yann, merci. On va peut-être tourner un petit vlog dans le garage pour que les gens aient un peu cette image par rapport à tout ce dont on a pu parler. À voir sur ta chaîne YouTube. Exactement, que je développe de plus en plus. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Commentez, tout ça. Moi, c'est pas encore assez naturel pour moi. Tu vois, mais faut moi, je le marque sur le chauffe-eau maintenant. Ça, c'est pas con. C'est pas con. Mais moi, j'ai pas de lieu de tournage, c'est ça le problème. Ah ouais. C'est que mes lieux de tournage sont ceux de mes invités. Et bah, tu vas pouvoir le filmer, comme ça, il apparaîtra. Ah, c'est pas con. C'est pas con. Merci beaucoup, François. C'est moi. Merci, à bientôt. Yann. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast. Ou simplement à le partager, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Romain qui écrit « Une belle découverte avec des invités tous agréables à écouter. Yann, tu devrais faire un épisode avec la team Villebrequin. » Merci beaucoup Romain, et pour ton petit conseil, écoute, je suis partant pour faire un épisode avec Villebrequin, avec Sylvain et Pierre. Il faut leur passer le mot, n'hésitez pas à leur faire un petit peu de pression dans leurs vidéos pour leur dire de passer dans la boîte à gants, et ça sera un épisode que je ferai avec grand plaisir. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast, et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube dans la boîte à gants. En effet, allant à la rencontre de mes différents invités à l'occasion des enregistrements, je vis des expériences uniques que j'ai essayé de vous partager à travers les vlogs. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube dans la boîte à gants et sur votre plateforme de podcast préférée. Pensez aussi à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis et que vous n'avez pas encore eu la chance d'écouter. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.